Comme chaque semaine, on vous présente des artistes ou des personnalités qui font un tabac sur Internet, mais dont on n'entend pas vraiment parler dans les médias traditionnels. Cette semaine, je reçois un des deux membres du duo très prolifique ABBA and Preach, un duo que je pourrais qualifier d'hyperactif sur les réseaux sociaux. Je vous montre un extrait de ce qu'ils font. We're going to have to pay that price. And if people are going to look back and say, this was worth it, I'm going to disagree vehemently. That's just my thought process on it. So, This is like Vietnam. what you mean? They went in, they made everybody believe that we won the war, that America won the war. Yeah. We didn't win. Yeah, and afterwards, 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 later on, when the reports came out, it was pretty bad, Vous voyez le genre des chroniques d'humeur qui attirent 1,3 million d'abonnés sur YouTube, 128 000 abonnés sur Facebook. Certaines de leurs vidéos sur YouTube peuvent atteindre jusqu'à 2 à 3 millions de personnes et 2 à 3 millions de visionnements. Une carrière très prolifique qui a commencé en 2012 lorsqu'ils ont commencé à mettre des vidéos sur le réseau social YouTube. Et on va parler justement avec Preach Éric, Preach Étienne. Éric, en fait, Preach, j'ai envie de t'appeler Éric pendant toute l'entrevue parce qu'on se connaît. On s'est connus il y a des années alors qu'on ne faisait pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis tellement content de te parler. Éric, je veux que tu me dises en premier comment ça a commencé. Ça a commencé en 2012, mais comment ça a commencé, je veux dire... 2016. 2016, OK. Mais 2012, vous avez commencé à mettre des vidéos sur YouTube quand même, là. Non, ABBA a commencé en 2012 tout seul. OK. Après ça, moi, je suis arrivé dans le duo en 2016. Puis comment le duo s'est formé, puis comment votre style s'est développé là, pour devenir aussi populaire, là? Essentiellement, c'est justement en 2016. En 2016, ABBA est un danseur, moi aussi je suis un danseur. Fait qu'on fait, quand je parle de danseur, là, c'est pas Here Comes to the Stage, Hot Chocolate, là, c'est pas ce genre de danseur-là. Je suis un professeur de danse dans la communauté de danse de Montréal et ABBA aussi. Donc, j'anime des battles de danse. ABBA venait d'Ottawa, soit participer dans ces battles de danse-là, soit filmer et faire un récapitulatif des battles de danse dans lesquels on participait. Et j'ai contacté pour qu'il puisse me filmer pour faire une espèce de vidéo promotionnelle de ma danse. Et j'aimais vraiment beaucoup son travail. Puis lui, après avoir fait cette vidéo-là, m'a contacté pour un de ses projets qu'il avait déjà. Après ce projet-là, on a commencé à parler. Je lui ai proposé de le payer pour filmer et faire le montage de certaines vidéos que je voulais mettre sur YouTube pour parler de différents sujets. Puis il a refusé l'offre. Il a dit pourquoi on les fait pas ensemble au lieu que tu me payes et que tout seul, on va être deux. Puis on a commencé à faire une vidéo, puis un autre, puis le reste, c'est l'histoire ancienne. Okay. Pour les gens qui ne le savent pas, parce que là, on parle comme si tout le monde avait compris ce que vous faisiez, comment t'es passé ou comment vous êtes passé de la danse à ce que vous faites aujourd'hui? Il y en a qui qualifient ça d'humour, d'autres de chronique d'humeur. C'est quoi comme style de, je pourrais dire, de parole publique? Quel genre de prise de parole publique vous faites? Essentiellement, c'est en anglais, on appelle ça du commentary. La version française serait, on est des commentateurs. On commente pas juste le sport, on commente les situations, on est des commentateurs sociaux. On commente ce qui se passe dans la société, les différents questionnements qu'on a. La danse a jamais arrêté et n'arrêtera jamais. C'est pas juste un travail, pas juste une passion, mais une façon de vivre aussi. Donc, je suis danseur, pas juste parce que je me fais payer, mais parce que j'en ai besoin. J'ai besoin, c'est un bon exutoire pour plein de trucs. Donc, j'ai pas arrêté, on n'a pas arrêté de danser. C'est culturel aussi, donc on danse tout le temps. On fait juste un projet de plus. Donc, ce qu'on fait, c'est ça. On commente, on est des commentateurs sociaux. Évidemment, on utilise l'humour dans tout ça pour que le message passe mieux. Et tu dis que vous n'avez pas arrêté la danse, mais tu as arrêté la course parce que dans le temps, quand on s'est rencontrés, tu étais un sprinteur émérite. Tu as gardé au moins ça. OK, là, trêve de plaisanterie. Je veux absolument qu'on parle, et je veux pas qu'on parle du fait que vous faites vos vidéos en anglais, parce que ça, je pense que c'est un débat qui va toujours avoir. Les gens vous reprochent d'être au Québec, de ne pas faire de l'humour en français, mais votre but, c'est justement d'atteindre un public pas mal plus grand que seulement celui du Québec. Puis vous avez réussi à atteindre un public qui est vraiment international, avec 1 million et plus d'abonnés, 1,3 million d'abonnés, des vidéos à 3 millions de views, ou plutôt de visionnements. Ça a vraiment un impact, ce que vous faites. Comment vous êtes arrivé à avoir un impact aussi fort sur Internet, puis à l'extérieur de Montréal et du Québec? On voulait se diversifier.
c'est beau, oui, on vient du Québec, on est fiers d'être francophone, on est fiers de parler en français, mais je veux dire, Céline Dion a combien d'albums en anglais? Elle a vécu à Vegas, elle a payé ses impôts aux États-Unis, mais elle représente le Québec. Tout le monde dans le monde sait d'où elle vient, même si elle chante dans une autre langue, et elle habitait pendant de nombreuses années ailleurs. Pour tout ça, pour dire, la raison, je pense qu'une des raisons pourquoi on a été si prolifique, c'est que on remplissait il y avait un manque. Moi, je voulais faire des vidéos essentiellement parce que je me voyais pas à la télévision. Au lieu de me plaindre, me dire « Ah là, on n'a pas assez de diversité, on n'a pas assez de diversité, on n'a pas assez... » Puis quand je dis ça, je me fais taper sur les doigts par mes différentes communautés. Mais on n'a pas de diversité. Il faut avoir de la diversité. Puis au lieu de pousser puis d'obliger les gens de me mettre là, de me mettre de l'avant, je me suis dit, ben, tant qu'à me plaindre, je vais le faire moi-même. Je vais faire ce que je trouve qu'il n'y a pas. Qu'est-ce que je voudrais entendre, ce que je voudrais voir à la télé, je vais le faire. Je vais le faire moi-même, mais sur mes plateformes. J'ai créé une plateforme. Donc, on a commencé du début. Évidemment, on n'a pas commencé avec 1 million d'abonnés. Ah ouais. C'est un progrès. Donc, on a commencé du début. Tu sais, je veux dire, c'est pas mal ça qui est arrivé de fil en aiguille. En ayant un esprit critique et en voulant s'améliorer. Je pense que c'est comme ça qu'il a fait notre succès. Oui, de toute façon, moi, j'ai attendu que vous soyez rendu à 1 million pour te suivre. Tu le sais bien, là. Je vous ai suivi un peu avant, mais je me suis abonné à 1 million. Tu dis de faire des choses qui vous ressemblent, etc. Ça a fonctionné parce qu'on t'a vu au Bye Bye, on t'a vu à Tout le monde en parle aussi. Puis tu parles de représenter. Tu parles de représentation pour toi de ce que tu voyais, mais représenter aussi le Québec dans ce que vous faites. Puis ça m'amène à te parler de ton documentaire. Là, je te vois, là, je sais que tu te demandes où je vais, là, mais ton documentaire, tu as fait un documentaire d'une vingtaine de minutes qui parle justement de la difficulté pour un fils d'immigrant comme toi et moi d'être à sa place, d'avoir des parents qui viennent d'ailleurs, d'avoir deux cultures, si on veut, une culture d'ici puis une culture d'ailleurs. Parle-moi un petit peu de ce documentaire-là rapidement. Comment ce projet-là est né puis qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Bien, essentiellement, c'est sûr qu'on a eu plusieurs discussions avec Abba. Et on parlait justement de ça, de la réalité d'être un immigrant de deuxième génération. Je suis né ici. Quand je parle à mes grands-parents, avec mes parents, ils me disent pas que je suis haïtien, là. Ils me disent que je suis québécois. Et force d'admettre, je suis né ici. Donc, je suis québécois. Quand je m'en vais dans le Québec, on me dit pas que je suis québécois. On me dit que je suis haïtien. Même si je dis, ah ouais, tu viens d'où, toi? Ah, mais moi, je suis un Québécois. Non, mais tu viens d'où? Ben, de Montréal. Non, mais avant ça, à Longueuil. Mais tes parents, eux autres. Ah, mes parents, ils habitent encore à Longueuil. Non, mais pourquoi t'as pas la peau blanche? Ah, ben parce que mes parents sont haïtiens. Ah, d'accord. Fait que t'es haïtien. Ah ouais. Puis ça, en même temps, Éric, justement, ben, le documentaire est parti de là, mais je trouve ça beau parce que c'est quelque chose que tous les immigrants ou presque vivent, mais dont on parle pas. Moi, j'ai les mêmes discussions avec plein de gens. On me demande, tu viens d'où? Ben, de Montréal, de Parc-Ex. Mais qu'est-ce que tu penses que ce documentaire-là va avoir comme impact sur toi, mais comme impact aussi sur la discussion sur les gens qui sont immigrants de plusieurs générations, que j'appelle, là, qui sont là depuis peut-être 300-400 ans, mais ceux qui sont immigrants de peut-être juste, entre guillemets, 50 ou 70 ans. Là. Qu'est-ce que tu penses que ça va amener comme discussion? Ben, je sais pas ce que ça va amener comme discussion, mais juste le fait de l'amener, ça va amener une discussion. Puis ça, ce documentaire-là, je veux dire, on peut le transposer à plus large que juste les immigrants. Essentiellement, quelqu'un qui est anglophone au Québec, je connais beaucoup d'anglophones au Québec qui ne se sentent pas canadiens, qui se sentent québécois, mais aux yeux du Québec, c'est pas des Québécois parce qu'ils parlent pas la langue française. Tu sais, je veux dire, bon, mais tu sais, on peut aller loin, ça. Je veux dire, oh, il faut parler français pour être québécois. Essentiellement, tu sais, je veux dire, quand on me reproche de parler anglais, on me dit, hey, il faut que tu parles, on est au Québec, ici, on est au Québec, ici, tu parles-tu Inuktitut? Non, ben c'est ça. Toi non plus, tu parles pas la langue. Il y a beaucoup de nuances et beaucoup de couches, là. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Je veux juste qu'on amène, c'est un début.
c'est pas une boucle qui est fermée, puis c'est pas fermé dans l'approche non plus. Je veux juste qu'on en parle, qu'on soit capable de s'écouter aussi, mais qu'on soit capable d'en parler. Fait que je sais pas ce que ça va amener, mais je veux juste essentiellement qu'on commence à en parler. Ben oui, un documentaire qui a été déjà vu presque 300 000 fois. En passant, pour un documentaire, si ça avait été à l'ONF et qu'on l'avait vu 300 000 fois, ça serait un succès phénoménal. Donc, à voir sur YouTube. Éric Étienne, alias Preach, merci beaucoup d'avoir été là, puis on va certainement se reparler très bientôt. Ciao, mon gars, à bientôt. J'espère. Prends soin.